De sorte que, effectivement, pendant toute cette phase-là, vous voyez que la consommation reste stable. Il n'y a pas de modification de la consommation et ça, c'est possible grâce à une augmentation de l'extraction. Cette augmentation de l'extraction, elle va être possible jusqu'à un certain degré d'extraction en dessous duquel le transport, la relation transport-consommation devient dépendante. C'est-à-dire que la consommation devient dépendante du transport et ça se passe dès lors qu'on passe en dessous d'une valeur critique de transport artériel en oxygène qui est assez difficile à appréhender patient par patient. Mais toujours est-il que ça se passe comme ça en pratique clinique. Quand on approche cette phase de VO2-DO2 dépendance, c'est là que les ennuis arrivent, puisque c'est là que la souffrance et l'hypoxie tissulaire se mettent en place, et c'est également à ce moment-là que sont produits quoi? Des lactates. Du lactate, exactement. Et donc c'est comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça que de guider la prise en charge sur une mesure du lactate sanguin peut permettre d'apporter un certain nombre d'informations. Alors tout de suite, je vais vous rassurer, au bloc opératoire, c'est juste pas faisable. Je ne sais pas si aujourd'hui vous faites ça en routine, de guider votre prise en charge hémodynamique sur une mesure, sur des prélèvements discontinus du lactate sanguin. Juste parce que, sauf si vous le faites sur un prélèvement artériel et que vous avez un appareil de gaz du sang qui vous rend des lactates quasi instantanément, c'est juste pas faisable de guider sa thérapeutique, là-dessus au bloc opératoire. Pour autant, c'est pas illogique et on va revenir sur cette approche qui aujourd'hui est une approche qui est recommandée. Alors pourquoi est-ce que ça a du sens? Ça, c'est le travail dont Frédéric nous parlait à l'instant. C'est le fameux travail de Shoemaker qui, il y a quelques années, enfin pour les plus jeunes, ça va vous paraître une éternité puisque c'était 1992 que ce travail a été publié. Ça faisait suite à un premier travail publié en 88 où ils ont effectivement constaté que les profils de patients étaient différents et que en fonction du comportement des patients, survenaient plus ou moins des complications et qu'en fonction de la survenue ou non de ces complications, il était possible d'identifier des profils, notamment de transport artériel en oxygène, avec des patients qui allaient survivre à cette grosse chirurgie sans développer aucune complication. Effectivement, ces patients-là ont plutôt des valeurs de transport un peu plus élevées que les patients qui vont développer des complications, voire les patients qui vont mourir dans les suites de l'intervention chirurgicale. Et donc des profils de transport artériel en oxygène qui étaient un petit peu différents, d'où l'idée qui a germé dans l'esprit de cette équipe-là de faire de la supra-maximalisation du transport artériel en oxygène dont vous parlez, Frédéric, juste précédemment. Donc il y a eu pas mal de travaux au bloc opératoire, il y a eu des travaux en réanimation. Le travail qui a un peu fini d'achever le concept, en tout cas pour la réanimation, c'est ce travail de Hayes publié dans le New England, où ils ont voulu faire ça chez les patients en réanimation, de la supra-maximalisation du transport artériel d'oxygène, avec des objectifs, vous voyez, de maximalisation ou de maximisation du transport via des objectifs d'index cardiaque franchement très élevé, supérieur à 4,5. La cible était l'objectif était d'obtenir un transport artériel supérieur à 600 ml par minute et par mètre carré. L'étude a été arrêtée en cours de route parce qu'il y avait une surmortalité des patients avec cette approche thérapeutique. Donc la supra-maximalisation ou maximisation du transport artériel en oxygène en réanimation, en tout cas chez les patients de réanimation, ça ne marche pas. Et effectivement, je reviens à Frédéric, il y a quand même des travaux au bloc opératoire qui semblent dire que chez certaines populations de patients à haut risque chirurgical, ça pourrait marcher. Je suis un peu dubitatif, en tout cas, sur l'idée d'introduire systématiquement des inotropes, comme le proposent certains auteurs anglo-saxons, dans l'objectif, avec comme objectif et unique objectif de supra-maximiser le débit cardiaque et en espérant que ça va maximiser le transport artériel en oxygène. Bon, bref. Toujours est-il que, si on en revient à des approches plus physiologiques, quand je vous disais qu'effectivement, au-delà du transport, de la valeur critique du transport artériel en oxygène, la production de lactate augmentée, il n'en reste pas moins vrai qu'il y a une corrélation qui est quasi inexistante, ou en tout cas extrêmement faible, entre la production de lactate et les variations de consommation en oxygène, que ce soit sur des valeurs pré- ou post-interventionnelles. Et donc c'est assez difficile d'imaginer qu'une simple mesure de lactate va vous renseigner sur le statut en termes de consommation en oxygène de votre patient. Donc c'est pas comme ça que les choses peuvent être optimisées. Pour autant, je vous le disais tout à l'heure, la mesure de lactate, c'est quelque chose qui est recommandé aujourd'hui par la Surviving Sepsis Campaign comme étant quelque chose qui va guider notre prise en charge hémodynamique, en tout cas la phase initiale de la prise en charge du choc septique, puisqu'il est recommandé d'adapter la stratégie thérapeutique pour obtenir, si c'est possible, une normalisation du taux de lactate. Et tant que le lactate est au-delà de 2 millimoles par litre, eh ben, il faut réajuster nos thérapeutiques de façon à corriger cette mesure du lactate. Ce qui est sûr, c'est que le lactate, c'est un marqueur de la gravité de la situation clinique. Avoir un lactate élevé
c'est jamais très très bon signe. Pour autant, ça ne veut pas forcément dire que votre patient il est dans une situation d'hypoperfusion. Il y a des limites à ça. On va y revenir. Donc autant c'est un marqueur de gravité, autant c'est pas, de mon point de vue en tout cas, un paramètre sur lequel vous allez pouvoir décider de faire plus du remplissage, plus des vasopresseurs ou plus des inotropes. Donc il faut autre chose. Alors marqueur de gravité, oui, il y a plein de travaux, on va pas rentrer dans le détail. Que ce soit en réanimation, effectivement, les patients qui ont un lactate supérieur à 4, il y a plein de travaux qui vont dans ce sens-là, sont plus à risque de décès ou de développer des défaillances d'organes que les autres en réanimation. C'est vrai également en chirurgie, ça c'est des patients à haut risque chirurgical après chirurgie gastro-intestinale. Quand le lactate est élevé en post-op avec un lactate plasmatique supérieur à 4 millimoles par litre, ça se passe souvent moins bien que chez les patients qui ont des taux de lactate un peu plus bas. C'est vrai également chez les patients traumatisés. Bref, à chaque fois, dans toutes ces études, le lactate est un marqueur de la gravité du patient, qu'il soit chirurgical ou qu'il soit en réanimation. Et donc, assez logiquement, il y a des travaux qui sont attachés à essayer de démontrer que si on met en place des stratégies thérapeutiques qui visent à corriger le plus rapidement possible le taux de lactate chez nos patients, ça s'accompagne d'une amélioration du pronostic. Donc ça, c'est un travail qui a été publié en 2004 maintenant. Ils ont regardé le comportement des patients selon que la cinétique du lactate permettait une diminution de plus ou moins 10%. Et vous voyez que le comportement est différent. Effectivement, la probabilité de survie était supérieure chez les patients pour lesquels la prise en charge hémodynamique s'accompagnait d'une cinétique du lactate qui était favorable, c'est-à-dire une diminution progressive du taux de lactate présenté chez ces patients, d'où la possibilité de développer des stratégies thérapeutiques intégrant cette mesure du lactate dans en tout cas comme critère de performance de la stratégie thérapeutique. Ça, c'est un travail qui a été publié il y a quelques années maintenant, en 2010. Vous voyez, 2 bras. Les patients, ils avaient tous un lactate supérieur à 3. Ils étaient soit pris en charge de façon conventionnelle, soit en guidant la stratégie sur une mesure du lactate et en adaptant la thérapeutique de façon à ce que le lactate baisse d'au moins 20% à chaque temps de mesure. Et le temps de mesure était toutes les 2 heures. Et il n'y avait pas de différence, puisqu'il y avait clairement un manque de puissance sur le critère de jugement principal, mais un vrai signal qui était quand même en faveur de cette stratégie. Pour autant, je vous le disais, la mesure du lactate, elle a plein de limites, d'accord, et notamment, on peut avoir une diminution de la cinétique ou de la clairance du lactate dans plein de situations chez les patients qui ont des défaillances hépatiques, des défaillances rénales. Rare non plus chez les patients septiques d'avoir d'une atteinte hépatique, et donc de dire qu'on va régler la totalité des problèmes sur la mesure du lactate, c'est pas vrai. Et puis il y a des situations pour lesquelles on a objectivement une augmentation de la production de lactate dans d'autres circonstances que du sepsis, et on peut avoir notamment une production endogène de lactate qui n'a rien à voir avec des conditions d'anaérobiose où le lactate est produit en conditions d'aérobie complètement normales, et notamment c'est ce qu'il y a quand on a des patients qui ont des intoxications médicamenteuses, notamment avec de la metformine. Et donc le lactate, c'est un paramètre qui a également plein de limites, et donc sur lesquels on ne peut pas baser et guider la totalité de notre stratégie thérapeutique. Alors ça, c'est un travail que moi je trouve juste magnifique, qui a été présenté à l'ESIGME cette année. Je ne sais pas si vous avez vu passer ce truc, il n'est encore pas publié. L'étude Andromeda, donc ils ont fait un truc qui était assez simple, ils ont pris comme bras contrôle ce que propose finalement la Surviving Sepsis Campaign, c'est-à-dire on guide la stratégie à avoir accès au lactate et à faire en sorte que le lactate bouge, enfin dans le bon sens, que la cinétique soit favorable, donc qu'il y ait une baisse du lactate d'au moins 10 à 20%. Et dans le bras interventionnel, ils ont utilisé un truc qui est tout con, c'est le temps de recoloration cutanée. Et donc ils ont standardisé, je trouvais plus le mot, ils ont standardisé la méthode d'évaluation du temps de recoloration cutanée. Ils prenaient une petite plaque en verre qu'ils appliquaient sur la pulpe du doigt des patients pendant 10 secondes. Et au bout de 10 secondes, ils lâchaient et regardaient le temps que les patients mettaient, que la recoloration mettait à se faire au niveau de la muqueuse de l'index. Et ils ont guidé la thérapeutique là-dessus. Est-ce que ce paramètre d'adéquation de la perfusion au niveau de la muqueuse du doigt permet d'améliorer les choses? Pareil, 424 patients, probablement un manque de puissance, mais quand même un vrai signal en faveur de l'intérêt à s'intéresser à des choses plus cliniques. Alors je sais plus, je crois que c'était quelqu'un du fond de la salle hier qui parlait de l'intérêt de revenir des choses à une approche plus clinique, et finalement c'est aussi du bon sens que de regarder ce qui se passe simplement en regardant les doigts de nos patients. Donc le lactate c'est bien, mais clairement ça ne va pas répondre à la totalité de notre problématique. C'est pas parce que votre lactate est élevé
une valeur de 4 de lactate. Si vous n'avez pas tout le reste, si vous n'avez pas une information sur comment est la fonction hépatique de mon patient, comment est la fonction rénale de mon patient, ça ne vous garantit pas que cette mesure instantanée à l'instant T du lactate est un marqueur nécessairement de dépendance du transport à la consommation. Il y a plein d'autres paramètres qui font bouger le lactate, ou en tout cas qui en modifient la cinétique. D'où l'idée d'aller regarder des paramètres d'oxygénation, comme par exemple donc, la saturation veineuse en oxygène, que ce soit sur du sang mêlé ou en cave supérieure, la saturation veineuse centrale en oxygène. Voilà comment se comporte la saturation par rapport au lactate. Juste pour vous rappeler d'où ça vient, cette idée de mesure et d'utilisation des paramètres d'oxygénation, vous rappelez que l'équation de Fick, c'est ça. Pour les plus jeunes, c'est peut-être pas complètement inutile de rappeler d'où vient l'idée. Donc c'est la différence artério-veineuse d'oxygène, le contenu artériel en oxygène moins le contenu veineux en oxygène multiplié par le débit cardiaque, c'est ça l'équation de Fick. Et donc si on développe ça en prenant en compte les paramètres qui constituent le contenu artériel et le contenu veineux en oxygène, assez simplement, on réussit à extraire de l'équation la saturation veineuse en oxygène et la saturation veineuse en oxygène. Ça n'est ni plus ni moins que ça. Et quand on simplifie l'équation au maximum, c'est la saturation moins le rapport de la consommation sur le transport. Et la consommation sur le transport, c'est quoi? C'est l'extraction en oxygène. Et donc je vous parlais tout à l'heure d'augmentation de l'extraction de façon à maintenir la consommation constante. En mesurant la saturation veineuse en oxygène, vous avez une information sur l'extraction. Et quand la saturation est à peu près normale de votre patient, vous pouvez même simplifier à l'extrême en disant que la saturation veineuse en oxygène, c'est à peu près 1 moins l'extraction. L'extraction maximale, vous savez combien c'est? L'extraction maximale, c'est à peu près 27-30%. Et donc, si vous donne une idée d'à peu près de la valeur de saturation veineuse en oxygène maximale que l'on peut admettre. Donc, c'est ça le principe d'utilisation de la saturation veineuse en oxygène. Encore une fois, que ce soit sur du sang veineux mêlé ou sur du Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est parce que il faut imaginer que une mesure du débit cardiaque à l'instant T, les fameux 5 ou l'index cardiaque à 2,7 de mon moniteur de tout à l'heure, une valeur brute de débit cardiaque est assez peu informative sur ce paramètre saturation veineuse en oxygène, notamment dans les valeurs basses de débit cardiaque. Quand le débit cardiaque est bas, une petite variation de débit cardiaque peut être accompagnée d'une variation extrêmement importante de saturation veineuse en oxygène. A l'inverse, quand le débit cardiaque est plutôt très élevé, là, il va y avoir peu d'erreurs. C'est-à-dire que même si vous vous trompez un petit peu sur la valeur du débit cardiaque, vous êtes assez proche de l'information saturation veineuse centrale en oxygène ou saturation veineuse en oxygène. Le problème, c'est que c'est dans ces zones-là qu'on a réellement besoin de l'information. Et dans ces moments-là, quand vous avez une valeur de débit cardiaque, elle vous renseigne assez peu sur quelle est la saturation veineuse en oxygène de mon patient ou quelle est la saturation veineuse centrale en oxygène de mon patient. Et donc on a réellement besoin de mesurer le paramètre dans ces situations où le débit cardiaque est peut-être insuffisant chez le patient. Alors est-ce qu'on peut utiliser la saturation veineuse centrale en oxygène en lieu et place de la saturation veineuse en oxygène? En clair, est-ce qu'un cathéter veineux central mis dans le territoire cave supérieur peut permettre d'approcher la valeur obtenue théoriquement et mesurée théoriquement par une Swan-Ganz? La réponse semblerait être plutôt oui. En tout cas dans ce travail, quand on mettait en parallèle ou quand on faisait en parallèle dans certaines conditions expérimentales d'hémorragie, d'hypoxémie, d'hypoxie tissulaire ou d'hyperoxie, les variations en tout cas de la saturation veineuse centrale en oxygène semblaient suivre de façon assez superposable les variations de la saturation veineuse en oxygène. Par contre, même si les tendances sont à peu près suivies, il y a quand même une surestimation assez systématique de la saturation veineuse centrale en oxygène par rapport à la saturation veineuse en oxygène, qui est variable, qui peut aller jusqu'à 8-10%, et qui est surtout dépendante de la façon dont vous allez mettre en place votre cathéter veineux central. Et si le cathéter veineux central est très à distance de l'oreillette droite, l'estimation sera bien moins bonne que si le cathéter veineux central, enfin en tout cas son extrémité distale, est à proximité de l'entrée de l'oreillette droite. Et vous voyez, dans ce travail publié il y a quelques années, on avait une surestimation qui n'était que de 1% lorsque l'extrémité distale était juste à l'entrée de l'oreillette droite, alors qu'elle était supérieure à 8% quand on était à quelques centimètres au-delà de l'entrée de l'oreillette droite. Donc, de la façon dont va être mis en place votre cathéter veineux central va également dépendre l'interprétation que vous allez faire des valeurs obtenues
pour la saturation veineuse centrale en oxygène, mais quand vous êtes dans les bonnes conditions, que le cathéter est bien placé, la surestimation elle est assez modeste. Donc vous pouvez utiliser la saturation veineuse centrale en oxygène en lieu et place de la saturation veineuse en oxygène obtenue avec un cathéter de Swan-Ganz. Alors bien évidemment, il y a des travaux qui ont utilisé ou intégré l'utilisation de la saturation veineuse centrale en oxygène dans des prises en charge hémodynamiques. La plus célèbre, c'est le travail d'Emmanuel Rivers, publié, ça fait presque peine de le dire, mais il y a 17 ans maintenant. Et on en parle encore beaucoup. Alors dans ce travail, ce qu'ils ont fait, c'était des patients qui étaient aux urgences, qui étaient en sepsis, et ils étaient réanimés en utilisant un algorithme qui intégrait la mesure de la saturation veineuse centrale en oxygène, et ils le comparaient par rapport à une prise en charge standard. Et dans ce travail, ils ont montré que la prise en charge optimisée, individualisée, guidée par le paramètre saturation veineuse centrale en oxygène, était accompagnée d'une amélioration du pronostic et notamment une réduction de la mortalité des patients, avec une mortalité dans le bras contrôle qui était assez élevée. Et donc cette étude, elle a fait énormément de bruit, elle a conduit à l'utilisation, à l'implémentation du paramètre SCVO2 dans les recommandations de la Surviving Sepsis Campaign jusqu'à très récemment. Le problème, c'est qu'elle a été reproduite et que toutes les études qui ont été faites à la suite ont toutes été négatives. Utilisé dans le papier d'Emmanuel Rivers. Et les études dont je vous parlais, qui ont reproduit ou ont tenté de reproduire en tout cas ces travaux-là, enfin ce travail-là, c'est l'étude EURISE, étude australienne. Beaucoup de patients inclus, pas de différence sur le pronostic. Il y a eu une qui n'a pas également retrouvé de différence en termes de pronostic. Et la plus récente, c'est PROMISE, étude anglaise, pas non plus de différence. Et bien évidemment, ils ont poolé la totalité des datas de ces 3 études dans une énorme méta-analyse qui était également publiée dans le New England. Et quand on pool la totalité des patients qui ont fait l'objet d'une optimisation hémodynamique intégrant l'utilisation de la saturation veineuse centrale en oxygène par rapport à une prise en charge standardisée, ils ne retrouvaient pas non plus de signal, pas de différence sur le pronostic des patients à court ou à moyen terme. Alors bien évidemment, toutes ces études sont extrêmement critiquables, notamment aussi parce que, vous allez voir, il y a plein de limites à l'utilisation de la saturation veineuse centrale en oxygène qu'il faut connaître. Et d'avoir une saturation veineuse centrale en oxygène normale, je vous le dis tout de suite, ça ne garantit pas que votre patient n'est pas objectivement dans une situation grave et dans une situation d'hypoxie tissulaire par une inadéquation de son transport et de sa consommation. Donc ils ont regardé ce que ça donnait sur différents sous-groupes de patients, selon que les lactates étaient élevés, les lactates pas élevés, les scores APACH plus ou moins élevés, les scores SOFA plus ou moins élevés, ça ne change absolument rien, pas de différence sur le pronostic des patients. Il y a même une étude, à ma connaissance c'est la seule, qui a comparé saturation veineuse centrale en oxygène et cinétique du lactate, ou clairance du lactate, même si j'aime pas utiliser le terme de la clairance du lactate parce que c'est pas de la clairance du lactate, mais peu importe. C'est une étude de non-infériorité. Ils ont conclu effectivement à la non-infériorité. En clair, quand on réanime les patients en s'assurant qu'il y ait une cinétique du lactate qui soit maintenue, c'est-à-dire que le lactate baisse, et quand on compare ça à une stratégie guidée sur la saturation veineuse centrale en oxygène, ils ont été capables de démontrer la non-infériorité, c'est-à-dire que le fait de faire ça, guidé par le lactate, ça fait pas moins bien, pas mieux que d'utiliser le paramètre saturation veineuse centrale en oxygène. Alors pourquoi ça ne marche pas et pourquoi ça ne peut pas marcher dans 100% des cas, les paramètres d'oxygénation, notamment chez les patients de réanimation, mais également au bloc opératoire, vous allez voir, ça ne marche pas très bien. Encore une fois, il faut se rappeler que lorsque le transport chute, l'extraction augmente en oxygène, d'accord, jusqu'à un certain point qui est la valeur critique du transport artériel en oxygène. Dans toutes les situations où il y a une augmentation de l'extraction, la saturation veineuse centrale en oxygène, elle va être normale ou élevée. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une inadéquation du transport à la consommation de votre patient. Et par exemple, dans ce travail, ils ont regardé les taux de mortalité des patients admis pour un sepsis sévère ou un choc septique en fonction des valeurs de la saturation veineuse centrale en oxygène. Et effectivement, les patients les plus sévères, ceux qui sont dans une situation objective d'hypoxie tissulaire, avec une saturation veineuse centrale en oxygène basse, inférieure à 70%, ils ont des taux de mortalité qui étaient retrouvés très élevés, aux alentours de 40%. Mais pour autant, les taux de mortalité n'étaient pas nuls chez les patients qui avaient des saturations veineuses centrales en oxygène normales, voire élevées. Et en clair, le fait d'avoir une saturation veineuse centrale en oxygène élevée n'exclut pas la possibilité d'une souffrance objective et d'une inadéquation du transport avec la consommation, notamment dans les situations où l'extraction en oxygène est elle-même élevée. Donc ça, c'est une des premières limites, mais ce n'est pas la seule.
Au bloc opératoire, est-ce que ça a été testé? La réponse est oui. Il y a des travaux qui ont testé l'utilisation de la saturation veineuse centrale en oxygène pour guider la prise en charge hémodynamique au bloc opératoire. Ça, c'est un travail qui a été publié il y a 7 ou 8 ans maintenant. 8 ans. L'objectif, vous voyez, c'était de faire en sorte que la saturation veineuse centrale en oxygène, et si ça n'était pas le cas, et ben à ce moment-là, ils appliquaient un protocole qui consistait à faire du remplissage vasculaire et à faire des mesures répétées de la saturation veineuse centrale en oxygène. La réponse a été ça ne change strictement rien sur le pronostic de ces patients opérés de chirurgie un petit peu conséquente. Donc ça ne semble pas non plus marcher. Pourquoi ça ne semble pas marcher? Encore une fois, c'est parce que ok, quand la saturation veineuse centrale en oxygène est basse ou quand la saturation veineuse en oxygène est basse, il n'y a pas 36 millions d'options possibles. C'est soit que le transport est bas, soit que la consommation est elle-même élevée. C'est-à-dire qu'il n'y a une inadéquation, encore une fois, entre le transport et la consommation. Le transport peut être bas, mais le transport bas, ça ne vous dit pas que vous avez forcément une situation d'hypoxie tissulaire. Le transport, il peut être bas dans plein de circonstances, notamment quand il y a une anémie, notamment quand il y a une hypovolémie. De la même façon, la consommation peut être augmentée par d'autres choses que du sepsis. Par exemple, en salle de réveil, un patient qui a des frissons, qui a mal, il va avoir une consommation en oxygène qui va être augmentée. À l'inverse, une saturation veineuse centrale en oxygène élevée, supérieure à 70%, ne garantit pas non plus la normalité du transport et de l'adéquation du transport à la consommation. Le transport peut être augmenté pour d'autres causes, par d'autres causes que du sepsis. Le sepsis en est une, mais par exemple, la sédation et l'analgésie en est une autre. Et en anesthésie, chez un patient qui est sous anesthésie générale, vous avez une consommation en oxygène qui est souvent franchement abaissée et des valeurs qui sont d'emblée normales, voire supranormales de saturation veineuse centrale en oxygène, qui rend, de mon point de vue, ce paramètre assez peu utilisable au bloc opératoire, simplement parce que vous êtes dans une situation où la consommation en oxygène a elle-même été abaissée par le protocole d'analgésie et d'anesthésie que vous avez mis en place chez votre patient. Et donc ça ne suffira pas comme paramètre, en tout cas ça ne sera pas suffisamment sensible pour pouvoir détecter cette inadéquation du transport et de la consommation. Pour autant, quand la saturation veineuse centrale en oxygène est basse, ça reste une information qui est pertinente, qui prend tout son sens. Donc chez notre patient, on a décidé de lui mettre en place un cathéter veineux central. Comme on avait un cathéter veineux central, on a eu accès à la mesure de la saturation veineuse centrale en oxygène. En l'occurrence, elle est à 75%. Et les lactates ont été mesurés également sur une gazométrie artérielle. Et votre moniteur, qui est extrêmement performant, vous donne même le lactate. Le lactate, il est à 2,9 mmol par litre. Donc vous avez un patient qui a 68 de PAM, qui a un débit cardiaque et un index qui est à 5 ou 2,7, une saturation veineuse centrale en oxygène qui est à 75%, des lactates qui sont à 2,9. Ma question est, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites du remplissage vasculaire, des vasopresseurs ou un inotrope? Saturation veineuse centrale en oxygène, normal. 75%, enfin normal, je ne sais pas si c'est normal, mais en tout cas elle n'est pas basse. Les lactates sont à l'évidence un peu élevés. Le débit cardiaque, quand on regarde le chiffre comme ça, encore une fois, moi je ne sais toujours pas si cette valeur du débit cardiaque est adaptée ou en tout cas garantit un transport en adéquation avec la consommation d'oxygène de mon patient. La consommation, je ne peux pas la mesurer avec les simples outils de monitorage que j'ai mis en place pour l'instant, en tout cas. Donc ma question est, qu'est-ce que vous faites? Comment vous faites? Si je pense qu'il est sceptique, ouais. et que donc il a probablement des chances un peu partout, il peut refléter les lactates même s'ils ne sont pas très hauts, Ouais. mon débit n'est pas assez élevé pour le tableau clinique. Il doit avoir des résistances plus basses et un débit plus élevé, quoi. Ouais, mais si on imagine que la SCVO2 marche, ou la SVO2 marche, théoriquement on est dans une phase où on pourrait considérer que... Ouais, sauf que si j'ai des chances, je fais pas d'extraction. Ouais. Ouais. Et alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Inotrope. Peut-être. Oui, Javik? Je sais pas, moi je pense que j'irai plus loin et je chercherai une hypoperfusion occulte résiduelle en calculant par exemple la DAVO2, la DAVCO2. Ah, moi aussi je ferais ça. Toi aussi tu ferais ça? Ouais. Parce que là c'est difficile sinon. On est bien d'accord. Sur ces simples paramètres-là, peut-être il faut faire des inotropes, hein. Peut-être ça va être ça la sanction. Mais personnellement, je ne le sais pas, en sachant que si on prend le pari de faire un inotrope quel qu'il soit, chez un patient qui, encore une fois, a un terrain plutôt vasculaire, on ne sait pas exactement comment il est au niveau coronarien, ça peut aussi mal se passer. Et puis surtout, on s'arrête à quel stade, quoi? C'est quoi notre objectif dans la mesure où la saturation, elle est a priori
corrigée, enfin ou normalisée, je ne sais pas si on peut dire normale, mais en tout cas elle n'est pas encore une fois basse. L'index cardiaque est à 2,7. Est-ce qu'il faut monter à 2,8, 2,9, 3? Enfin, c'est quoi la limite, quoi? Comment on va juger de l'efficacité du traitement inotrope? Donc on a besoin d'aller effectivement un peu au-delà que le simple paramètre oxygénation. Alors ça a été suggéré par quelques travaux. Ça c'est un travail que moi j'avais trouvé vraiment juste magnifique, même s'il n'y a pas de critères de jugement très durs à coller aux résultats de ce travail. Ils ont pris des patients en sepsis aux urgences, ils les ont traités selon la norme de soins de l'époque, celle qui était proposée par Emmanuel Rivers, c'est-à-dire on a un objectif de pression artérielle moyenne, on a un objectif de saturation veineuse centrale en oxygène. Ces patients sont ensuite admis en réanimation une fois que la réanimation a été conduite de façon optimale ou optimisée, et ils ont regardé le comportement de ces 50 patients, donc c'est un petit collectif, hein, et ils les ont classés selon ce que propose à l'instant Jean-Luc, les patients qui ont des gaps en CO2, on va revoir ce que c'est avec le gap en CO2, élevé ou bas. Quand on classe ces patients en fonction du niveau de gap en CO2, donc la différence véno-artérielle en CO2, ben on s'aperçoit qu'il n'y a pas tant de différence que ça sur un certain nombre de paramètres, à l'exception d'un paramètre qu'on va revoir, qui est l'index cardiaque, notamment. Et vous voyez, le comportement sur le gradient véno-artériel en CO2 de ces patients-là, bah, ils avaient tous, encore une fois, une saturation veineuse en oxygène, une saturation veineuse centrale en oxygène qui était corrigée, au-delà de 70%. Pour autant, il y a des patients d'avoir une pression artérielle moyenne qui était maintenue, je ne sais plus, au-dessus de 65 mm de mercure, malgré le fait d'avoir une saturation de 75%, il y a un comportement objectivement différent sur le gradient véno-artériel en CO2 et un comportement objectivement différent sur l'index cardiaque. Et ça se traduisait par également, alors il n'y avait pas de différence de mortalité bien évidemment, mais une évolution du score SOFA qui était plus favorable, c'était accompagné d'une correction plus rapide du gradient véno-artériel en CO2 en complément d'une correction de la saturation veineuse centrale en oxygène. Ça, c'est encore des données observationnelles, pas de données d'études prospectives randomisées contrôlées, mais une étude observationnelle chez un petit collectif de patients également en choc septique. Ils ont regardé le comportement des patients sur le score SOFA à J3, sur la clairance des lactates et sur la probabilité de survie, en fonction donc de l'évolution du gradient véno-artériel au CO2 entre l'admission et les quelques heures qui suivent. Et les quelques heures qui suivent, c'était 6 heures après. Donc vous voyez, il y a des gens, enfin des patients qui avaient un gradient véno-artériel en CO2 initialement élevé qui va rester élevé, des patients pour lesquels le gradient était élevé puis va baisser, ou au contraire des patients pour lesquels le gradient était bas mais ensuite va remonter. Et ils ont été capables de retrouver, en tout cas, un signal, puisqu'on ne peut pas considérer que c'est une preuve formelle, mais avec des différences, des tendances plus exactement de survie qui étaient différentes selon que la réanimation s'accompagnait d'une diminution du gradient véno-artériel en CO2 par rapport aux patients pour lesquels le gradient ne bougeait pas, ou au contraire les patients pour lesquels le gradient continuait à augmenter. Ça, c'est un travail que j'avais fait à l'initiative de Benoît Vallée. On avait repris une série de patients qui étaient des patients qui avaient fait l'objet d'un protocole d'optimisation hémodynamique péropératoire. On avait pris les patients qui avaient fait des complications en post-op et on les avait comparés à des patients qui n'avaient pas fait de complications en post-opératoire. Et on avait regardé quel avait été le comportement de ces patients-là, quel était le comportement de ces patients-là sur le transport artériel en oxygène. Vous voyez qu'il n'y avait pas de différence. Ces patients qui s'étaient compliqués avaient des transports artériels en oxygène qui n'avaient pas été finalement très différents des patients qui ne s'étaient pas compliqués sur la période opératoire. Pas de différence de transport, pas de différence de pression artérielle moyenne, pas de différence non plus évidente de saturation, de débit cardiaque, de volume d'éjection, pas non plus de différence évidente de saturation veineuse centrale en oxygène sur la partie opératoire. Par contre, on avait retrouvé également que les patients qui avaient développé des complications avaient finalement, alors qu'on n'en avait pas tenu compte pendant la période opératoire, hein, des gradients véno-artériels en CO2 qui étaient franchement différents. Et les patients qui s'étaient compliqués avaient, pendant la période opératoire, dès les premières heures, finalement, du fait d'un défaut de prise en charge, un gradient véno-artériel en CO2 plus élevé que les patients qui n'aient pas présenté de complications. Donc ça semble être un paramètre assez intéressant ou assez discriminant pour identifier une insuffisance de prise en charge malgré une apparente correction de la pression artérielle, malgré une apparente correction du débit cardiaque et malgré une apparente correction en tout cas de la saturation veineuse centrale en oxygène.
Donc comment ça marche et qu'est-ce que c'est que cette histoire de gradient veineux artériel en CO2 et comment est-ce que ça peut être un complément peut-être utile au reste? Je comprends pas la dernière diapo là. Là? Non, la dernière courbe. Je crois que c'est inversé, tu t'es trompé dans Oui. la légende. Là, apparemment, les patients avaient. Ah oui, exact, pardon. C'est l'information qui ont des complications. Voilà. Effectivement, sinon il n'y a pas de sens. Ouais, ils suivent, c'est bien. Alors le gradient veineux artériel en CO2, ça vient d'où? Alors ça vient d'où? En fait, le gradient veineux artériel en CO2, ce qu'on appelle le CO2 gap communément, ça n'est ni plus ni moins que la différence entre la pression veineuse en CO2 et la pression artérielle en CO2. Et donc il faut se rappeler d'un certain nombre de trucs qui vont vous paraître, qui sont, vous allez voir, effectivement assez simples. Il faut se rappeler que le CO2 c'est quelque chose qui est extrêmement soluble, beaucoup plus soluble en tout cas que l'oxygène, et qui est assez facilement transporté dans le sang, et qu'au niveau cellulaire, le CO2 c'est un produit normal du métabolisme oxydatif. Et donc la consommation de CO2, la VCO2, elle est proportionnelle à la consommation en oxygène et tient compte également de R qui est le quotient respiratoire. Donc, vous connaissez tous par cœur cette formule, la VCO2 c'est R fois la consommation en oxygène. Et si on applique l'équation de Fick au CO2, rappelez-vous l'équation de Fick que je vous ai montré tout à l'heure, c'était la VO2. Si vous faites la même chose pour la VCO2, l'équation de Fick pour le CO2, c'est la différence artério-veineuse en CO2 que multiplie le débit cardiaque. Et donc, si on déroule encore une fois cette équation de Fick, et qu'on met en lieu et place de la consommation à la pression étant reliée à la consommation par un facteur K, le fameux facteur K dont vous parlait Mathieu hier, celui qui est dans toutes les bonnes formules physiologiques, il est possible de définir donc cette équation de Fick selon la différence artério-veineuse en PCO2 que multiplie K, que multiplie le débit cardiaque. Et donc on extrait la différence artério-veineuse en PCO2 qui devient égale donc au produit de K fois la VCO2 sur le débit cardiaque. Et donc le gradient veineux artériel en CO2 c'est quoi? C'est la production de CO2 que multiplie K sur le débit cardiaque. Et donc le PCO2, gap, ça va dépendre de K, ça va dépendre de la production de CO2, ça va dépendre du débit cardiaque. Ok? Jusque-là, je ne vous ai pas perdu. Bien évidemment, l'approche et l'interprétation qu'on va faire du CO2 gap va dépendre du fameux facteur K, de la production de CO2 et du débit cardiaque. Alors ça dépend effectivement de K, mais K n'est pas constant. Et ça c'est un problème. Donc je vous donne un peu plus d'infos que le fameux facteur K quand même de Mathieu hier, c'est que K n'est pas constant, et K augmente notamment quand il y a une augmentation du CO2 veineux. D'accord? Donc quand il y a une hypercapnie veineuse, K va avoir tendance à augmenter. Et ça, ce sont des isoboles de K, et en fait, plus l'hypercapnie veineuse va augmenter, plus K va augmenter. Et donc K n'est pas constant, et ça, il faut l'avoir en tête, K effectivement n'est pas constant. Le deuxième paramètre qui intervient dans l'interprétation du CO2 gap, c'est la production de CO2 elle-même, donc le VCO2. Et vous savez que la production de CO2, elle peut augmenter, si vous vous rappelez de l'équation VCO2 égale R fois la consommation, soit quand le métabolisme augmente, oxydatif augmente, pardon, donc quand la VO2 augmente, soit quand il y a une modification du régime alimentaire, et donc quand R augmente. A l'inverse, donc la production de CO2 elle va pouvoir diminuer, soit quand la VO2 baisse, soit quand il y a une situation d'hypoxie tissulaire, et c'est ça qui va nous intéresser. Et donc ça va dépendre bien évidemment de VCO2, mais également de VO2, puisque VCO2 et VO2 sont liés. Et ça va dépendre également donc du débit cardiaque. Alors là, ça c'est la relation qui est entre la consommation d'oxygène et la consommation ou la production de CO2. Vous voyez que les deux se suivent assez bien, et effectivement ça dépend donc de VCO2, mais ça dépend également de VO2. Donc je vous ai dit, ça dépend de K, ça dépend de VCO2, ça dépend également du débit cardiaque. Et quand on regarde quel est le comportement du transport artériel d'oxygène par rapport à la production de CO2, et vous retrouvez ce qu'on a vu tout à l'heure, à savoir que la production de CO2 va être relativement constante jusqu'à une certaine valeur de transport artériel d'oxygène, au-delà de laquelle la VCO2 va diminuer, et à contrario, une augmentation du gradient veineux artériel en CO2 au-delà d'un certain, encore une fois, de transport artériel en oxygène.
Alors, est-ce que ça augmente effectivement en fonction du débit cardiaque ou en fonction des modifications du débit cardiaque? Oui, ça c'est un travail qu'avait réalisé Jean Luteboul il y a quelques années. Quand on donne à des patients des doses croissantes de dobutamine et qu'on regarde quel est l'impact sur l'index cardiaque sur le gradient veineux artériel en CO2, effectivement, quand on augmente les doses de dobutamine, qu'on passe de 0 à 5 et à 10, bah, ça s'accompagne d'une augmentation progressive de l'index cardiaque, impact sur le gradient veineux artériel en CO2. Donc effectivement, ça dépend du débit cardiaque et les modifications du gradient veineux artériel en CO2 suivent les modifications du débit cardiaque dans ce travail-là. De K n'est pas constant, et pour une valeur constante de VCO2, donc de production en CO2, il y a une relation qui n'est pas parfaitement linéaire entre le CO2 gap et l'index cardiaque. D'accord ? Quand on est dans des situations où l'index cardiaque est encore une fois bas, et ben une petite modification de débit cardiaque va se traduire par une modification importante de PCO2 gap. Et à l'inverse, quand on est sur des valeurs plutôt un peu élevées de débit cardiaque, des modifications même importantes de débit cardiaque ne s'accompagneront pas ou peu de modifications du CO2 gap. Et donc ça renseigne assez mal la valeur de PCO2 gap sur la valeur débit cardiaque. Est-ce que mon débit cardiaque est ou non élevé? Et donc, est-ce que c'est un marqueur d'hypoxie tissulaire? La réponse est non. Le PCO2 gap n'est pas un marqueur d'hypoxie tissulaire. C'est un marqueur d'adéquation du débit, si on voulait simplifier à l'extrême, de façon à permettre l'élimination du CO2 produit au niveau tissulaire. Mais ce n'est pas un marqueur d'hypoxie tissulaire. Donc, en fait, quand on est face à une situation supposée d'hypoxie tissulaire, on va avoir deux options possibles. Soit on a une production de CO2 aérobique, soit on a une production de CO2 anaérobique. Si vous vous rappelez de la formule du PCO2 gap, donc K fois la VCO2 sur le débit cardiaque, à votre avis, dans cette situation-là, comment va être le gradient veineux artériel en CO2? Élevé, bas, normal? C'est une situation d'hypoxie tissulaire. Qu'est-ce qui se passe quand le patient a un transport artériel en oxygène qui est bas? La consommation, la VO2 a chuté. Sa production de CO2, elle va faire quoi? A baisser. A l'inverse, la production anaérobique de CO2, elle va augmenter. La conséquence de ça va être une diminution de la VCO2, d'accord, puisque la production aérobique diminue plus que la production anaérobique de CO2, donc la VCO2 va chuter. Ça va donc bien évidemment dépendre de K. Si la VCO2 chute, la VCO2 globale bien évidemment chute. Ça dépend de K. K, je vous ai dit, ça n'est pas constant. K, ça dépend du degré d'hypercapnie veineuse. Et donc dans une situation d'hypoxie tissulaire, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que K va augmenter. Et donc l'ensemble conduit à devoir intégrer l'information débit cardiaque dans l'équation. Et donc, si on a une hypoxie tissulaire avec un débit cardiaque qui est bas, le comportement va être différent d'une hypoxie tissulaire avec un débit cardiaque normal. Si le débit cardiaque est bas, la conséquence de ça, du fait d'un phénomène de stagnation veineuse, ce que je vous disais, le débit n'est pas suffisant pour pouvoir permettre l'épuration du CO2 produit. La conséquence va être une augmentation de K et une augmentation, on va passer vite, du PCO2 gap. Donc, quand le débit cardiaque est bas, dans une situation d'hypoxie tissulaire, le CO2 gap, on s'attend à ce qu'il soit plutôt élevé. Et à l'inverse, si le débit cardiaque est normal ou élevé, ce qui semblait être le cas de notre patient tout à l'heure, on n'a pas ce phénomène de stagnation veineuse. Et donc, dans cette situation-là, le PCO2 gap sera plutôt normal ou au contraire augmenté. Et donc, ça peut être un paramètre, non pas qui va nous renseigner sur l'existence ou non d'une hypoxie tissulaire, le CO2 gap, mais ça pourrait être un paramètre qui nous renseigne sur l'adéquation du débit chez mon patient à l'instant T pour permettre l'élimination du CO2 et éviter ces phénomènes de stagnation veineuse. Par normal, vous voulez dire adéquat, alors, ouais. Oui. Alors, en pratique, il y a un certain nombre de travaux qui vont vous l'illustrer un petit peu plus simplement que les formules que je viens de vous présenter. Ça, c'était juste pour que vous compreniez le truc. Ça, c'est une étude expérimentale que moi je trouve personnellement juste magnifique qui va vous permettre de bien comprendre comment les choses se passent. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un membre isolé de chien qu'ils ont perfusé avec une pompe qui leur permettait de contrôler deux choses. D'une part, la quantité d'oxygène qu'ils délivraient dans la pompe et le débit cardiaque. Et donc, ils ont pu expérimentalement recréer deux conditions d'hypoxie tissulaire, qui est une hypoxie d'origine ischémique et une hypoxie d'origine
hypoxique. Donc dans un cas, on faisait baisser le débit cardiaque, donc on crée une hypoxie tissulaire d'origine ischémique, insuffisance de débit cardiaque, et dans l'autre cas, on crée une hypoxie tissulaire d'origine ischémique, le débit cardiaque était maintenu normal ou constant, et par contre, on faisait baisser de façon très importante la fraction inspirée en oxygène dans le mélange, enfin la fraction contenue en oxygène dans le mélange, et donc on crée une hypoxie tissulaire, non pas ischémique, mais hypoxique. C'est les deux possibilités expérimentales. Et donc ils ont regardé sur ce membre perfusé de chien, comment se comportait le transport dans les deux conditions expérimentales et la relation qu'il y avait entre le transport et la consommation. Donc c'est exactement la courbe que je vous ai présentée tout à l'heure, transport-consommation, et on retrouve la même chose, à savoir que le transport reste constant jusqu'à une valeur critique, au-delà duquel la consommation va chuter, d'accord, avec un point de balance selon que la condition était une ischémie ou une hypoxie induite expérimentalement. Quel était l'impact de ça sur l'extraction? Dans les deux cas, ça s'accompagnait d'une augmentation de l'extraction en oxygène. Et quel était l'impact sur la production de CO2? Dans les deux cas, il y avait une modification qui était superposable, en tout cas de production de CO2 dans ces deux conditions expérimentales. Donc on recrée expérimentalement deux modèles qui sont assez proches l'un de l'autre. À votre avis, quel a été l'impact de ces deux conditions expérimentales? Donc une hypoxie tissulaire d'origine ischémique et une hypoxie tissulaire d'origine ischémique, hypoxique et ischémique sur le gradient veineux-artériel en CO2. Dans les deux cas, le transport chute. Dans les deux cas, la consommation en CO2 est modifiée. Dans les deux cas, bien évidemment, la consommation en oxygène a baissé. Et bien, en fait, ils ont retrouvé quoi? C'est que le gradient veineux-artériel en CO2 était relativement constant quand le flux était maintenu constant, mais par contre que la quantité d'oxygène était insuffisante, et donc on crée expérimentalement une hypoxie hypoxique, et quand l'hypoxie était d'origine ischémique, insuffisance de flux, à ce moment-là on avait une augmentation du gradient veineux-artériel en CO2. Et donc c'est un paramètre qui renseigne encore une fois sur l'adéquation du flux pour permettre l'élimination du CO2 produit au niveau tissulaire. Ça a été reproduit bien évidemment ce travail. Alors là c'était plus du chien, c'était un modèle animal, c'était du modèle de cochon. Donc ils ont trois conditions expérimentales, enfin une condition contrôle dans laquelle ils ne font rien, une condition dans laquelle ils recréent encore une fois une hypoxie d'origine hypoxique, hypoxie tissulaire d'origine hypoxique, et une hypoxie tissulaire d'origine ischémique. En haut, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est la pression artérielle moyenne qui est là. Là, c'est l'index cardiaque, et là, c'est la saturation veineuse, artérielle en oxygène. Pression artérielle moyenne, les modifications sont affichées en haut. Index cardiaque, dans les deux cas, vous voyez que l'index cardiaque chute. Et dans un cas, la saturation elle est maintenue normale puisque c'est une ischémie. Dans l'autre cas, la saturation chute puisque c'est une ischémie qui est recréée expérimentalement chez ces animaux. Quand on regarde ce que ça donne sur la DO2, encore une fois, la DO2 chute dans les deux cas. Donc là, il y a un transport artériel qui chute. Des lactates qui augmentent dans les deux situations. Quel que soit le modèle, que ce soit une ischémie ou que ce soit une hypoxie, les lactates augmentent. Par contre, le gradient veineux-artériel en CO2 n'augmentait que dans la situation d'hypoxie ischémique, là où le gradient veineux-artériel en CO2 ne bougeait pas dans une situation d'hypoxie d'origine hypoxique. D'accord? Donc, encore une fois, un travail qui suggère que ce paramètre transport artériel en oxygène pourrait renseigner sur une inadéquation du flux à éliminer le CO2 produit au niveau tissulaire du fait de la souffrance et de l'hypoxie induite par le sepsis ou par la chirurgie à laquelle le patient est exposé. Et donc cette fois-ci, si je vous rajoute sur mon moniteur nouvelle génération, en plus du lactate et en plus de la saturation veineuse en oxygène, le gradient veineux-artériel en CO2, si on a ces informations-là, qu'est-ce que vous feriez plutôt? Des inotropes, des vasopresseurs, du remplissage vasculaire? On a à l'évidence un gradient veineux-artériel en CO2 qui est élevé, 8 mm de mercure. Hein? Donc probablement que le flux n'est pas suffisant, et donc plutôt des inotropes. Là où on n'aurait probablement pas fait en priorité des inotropes, on aurait peut-être fait du remplissage vasculaire ou on aurait peut-être mis un vasopresseur. Ce paramètre-là suggère que peut-être chez ce patient, dans ces conditions-là,
et ben le débit qui semble pas si mal que ça, 5, voilà, en tout cas on ne sait pas si c'est bien ou pas bien, ou si c'est en adéquation ou pas en adéquation. À l'évidence, la saturation veineuse centrale oxygène, donc le paramètre oxygénation, ne permet pas de répondre de façon évidente à la question. Si elle avait été basse, la saturation, on était à peu près certain qu'il y avait un souci. Le fait qu'elle soit normale, enfin en tout cas d'apparence normale, ne nous permet pas d'exclure l'existence de ce souci-là. Et donc le paramètre gradient veineux artériel en CO2, du fait de son augmentation, suggère qu'il y a probablement quand même chez ce patient une inadéquation du débit et donc du transport, et que probablement un inotrope pourrait être efficace. En tout cas, c'est ce que proposent ces travaux qui montrent l'intérêt du CO2 gap. Alors pour pas vous perdre, j'ai pas été un peu plus loin, mais on peut aller encore un peu plus loin et sensibiliser la valeur du CO2 gap en le corrigeant par la différence artério-veineuse en oxygène. Mais là, c'était vraiment faire du très comme l'avait proposé Jean-Luc dans le titre, puisque quand on en est à faire du CO2 gap corrigé par la différence artério-veineuse en oxygène, c'est bien, mais ça devient vraiment complexe. Mais si vous avez déjà ces paramètres-là, ça va vous permettre d'orienter et de guider un petit peu mieux la prise en charge thérapeutique de ces patients qui sont parfois chiants, parce que on a l'impression qu'on est dans des variables, en tout cas dans des ranges qui sont acceptables. Pour autant, objectivement, la situation clinique ne va pas très bien, et c'est pas forcément très évident de faire la part des choses entre vasopresseur, remplissage vasculaire et ou inotrope. En augmentant du coup le retour de nez, on va augmenter le débit cardiaque, et donc ça ne va pas fonctionner aussi du coup c'est que tu risques d'avoir aussi les effets indésirables de ces traitements-là, et là on n'a pas de critères objectifs. Ouais, peut-être. À l'évidence, il faut augmenter le débit. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas commencer par du remplissage vasculaire. Et puis on aurait tous probablement fait un peu de remplissage vasculaire avant d'attaquer les inotropes. L'objectif, c'est d'augmenter le débit. Pour autant, on n'était pas dans un cas de figure où on avait une certitude, en tout cas le paramètre enseigné par le moniteur, tant le VVE que le delta PP, nous enseigne de façon certaine sur la nécessité d'un remplissage vasculaire d'une part, et d'autre part, on n'avait pas non plus d'argument factuel pour dire que l'index cardiaque était très bas chez nos patients. On avait 2,7 d'index cardiaque, c'est pas un index qui est vraiment très bas. Donc on aurait pu considérer que la situation hémodynamique, elle était d'apparence adéquate à la situation clinique présentée par le patient. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ouais. La question, elle n'est pas de faire plus un inotrope ou du remplissage vasculaire. La question, elle est, est-ce que les paramètres hémodynamiques affichés par le moniteur nous garantissent l'adéquation du transport et de la consommation? La réponse, elle est à l'évidence non. C'est pas la saturation veineuse centrale qui le permet, ça, c'est d'aller un petit peu plus loin dans le monitorage. Ce que nous apporte le CO2 gap, c'est une information supplémentaire pour nous dire à l'évidence le débit, malgré ce qu'affiche le moniteur et malgré la valeur d'index qui paraît normale, cette valeur-là, elle est probablement insuffisante. Ce que proposent les anglo-saxons, c'est plutôt naturellement, eux, d'utiliser des inotropes. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire que ça. Et effectivement, si l'administration d'un fluide se traduit par une augmentation du débit cardiaque, il est possible que ça s'accompagne également d'une correction du gradient veineux artériel en CO2, bien sûr. L'idée, c'est d'augmenter le débit, d'augmenter le flux. C'est pour ça que dans ton cas clinique, j'ai peut-être raté un train, mais le dernier moniteur que tu as montré, ouais. J'ai bien compris que parce que je reviens sur... était élevé, il fallait augmenter le débit. Celui-là, là. Pourquoi tu veux pas du remplissage alors? On peut faire du remplissage. Hein? On peut faire du remplissage. Simplement, si tu n'as pas l'information gap CO2... Non, ça j'ai bien compris. Mais dans ce cas-là, vous avez dit on fait plutôt inotrope. Non, c'était parce que tout à l'heure, la proposition, avant d'avoir accès à l'information SVO2 et gap, c'était plutôt de faire un inotrope. D'accord. Et j'avais dit effectivement peut-être, effectivement, c'est un inotrope vers lequel on ira. Simplement, les paramètres dont on disposait à ce moment-là, c'était simplement index cardiaque et débit cardiaque. On n'avait pas de certitude, de garantie que c'était vers l'inotrope qu'il fallait aller. Donc peut-être c'est ça, peut-être c'est pas ça. Mais effectivement, sur ces informations-là,
La seule information dont on est à peu près certaine, c'est que le débit n'est pas adapté. Et on sait aussi que le débit va augmenter son taux de remplissage. Exactement. Exactement. Alors après, est-ce que ça marche dans la vraie vie? Aujourd'hui, il n'y a aucune étude randomisée contrôlée qui l'a testé. Aucune. Zéro. Il n'y en a pas une seule. Il y a des projets de recherche qui intègrent ces paramètres-là. C'est pas des données nouvelles, hein. Le gradient veineux-artère en CO2, j'avais pas commencé la discipline qu'il y avait déjà des gens qui travaillaient dessus. Pour autant, il n'y a pas une seule étude qui l'a testé dans le cadre d'une étude randomisée contrôlée. Sur le lactate, il y en a plein. Sur la saturation veineuse centrale en oxygène, il y en a plein. Il n'y a pas une seule étude qui a utilisé le gradient veineux-artère en CO2. Bref, il y a un certain nombre d'auteurs, dont Benoît Vallée, qui m'a expliqué tous ces concepts-là, hein, qui proposent des algorithmes intégrant tous ces paramètres-là. Effectivement, une fois qu'on a commencer par faire la base, hein, c'est-à-dire une fois qu'on a corrigé la pression, une fois que les lactates ont été corrigés, aller regarder un petit peu plus loin. Si la saturation veineuse centrale en oxygène est basse, vous êtes là pour le coup sûr qu'il y a un problème. Alors après, ça peut être les différents items du transport, ça peut être à un moment donné un taux d'hémoglobine qui n'est pas en adéquation, ça peut être des paramètres ventilatoires qu'il faut optimiser parce que votre patient il est hypoxémique, pas hypoxique mais hypoxémique. Et si la saturation veineuse centrale en oxygène est élevée, supérieure à 70%, ça ne permet pas de garantir ou d'attester de l'absence de problème, d'où la proposition qui est faite d'utiliser ce paramètre supplémentaire que le gradient veineux-artère en CO2. Et il a deux cas de figure. Si le gradient veineux-artère en CO2 il est a priori normal ou s'il est bas, bah, ça vous oriente vers une prise en charge thérapeutique qui est différente. Si le gradient veineux-artère en CO2 est bas, bah, a priori c'est que bah, c'est pas si mal que ça. Ce que vous avez fait a suffi à corriger le problème. Si par contre il est élevé, eh ben, vous commencez par du remplissage vasculaire si vous voulez. Et par contre, si ça ne suffit pas à corriger le paramètre, eh ben, probablement qu'il faudra aller vers l'introduction d'un inotrope. Ça va pour tout le monde? J'ai l'impression que je vous ai défoncé là, avec le gradient veineux-artère en CO2. Est-ce que vous avez des questions? En pratique, vous l'utilisez ou pas? Jamais? Vous avez jamais regardé le gradient veineux-artère en CO2? Si, quand même? Bah ça marche, hein, ça marche bien. C'est juste de la physiologie. Aujourd'hui, ça rend service chez quelques patients. Hein. Et la place de GAP dans les syndromes inflammatoires, dans la chirurgie cardiaque, où on peut avoir un double problème, ouais. Des hypotensions liées au syndrome inflammatoire, mais aussi on a une baisse du débit cardiaque parce qu'on a fait un geste. À ma connaissance, il y a... Dans le congénital, on touche franchement le cœur. À ma connaissance, il y a une seule étude qui l'a évalué, c'était une étude observationnelle qui a été faite par les gens de Saint-Étienne, où ils ont fait un peu ce qu'on avait fait nous, c'est-à-dire ils avaient regardé en cours de chirurgie et sur les premières heures post-op comment évoluait le paramètre gradient veineux-artère en CO2 en essayant de faire en sorte que tout le reste soit stable par ailleurs. Ils ne retrouvaient pas ça, ils ne retrouvaient pas l'idée que le gradient veineux-artère en CO2 pouvait permettre, ou en tout cas de distinguer deux comportements de patients différents. Donc post-op de chirurgie cardiaque, ça ne semblait pas être un paramètre suffisamment discriminant pour les problèmes que vous évoquez. Par contre, est-ce qu'on peut à ce moment-là se dire, étant donné que dans le choc septique, dans le sepsis, ça commence à me mettre, même chez en pédiatrie, que c'est même un signe un peu inaugurant, ouais. On commence à avoir ça, se dire que par rapport à nos patients qui peuvent avoir une instabilité hémodynamique, nous guider en se disant, bon, on a 38,5, on est à H24, H48 du bloc opératoire, la fièvre est-elle réactive, une réaction à l'apogèse ou être infectieux? Est-ce qu'à ce moment-là, on peut céder et se dire, ben, si j'ai une augmentation de SPAP, je décharge mes antibiotiques, même si la CRP, ben, elle ne veut rien dire non plus, la PCT, elle ne veut rien dire non plus. Est-ce que cet élément peut nous aider ou pas à anticiper une antibiothérapie ou pas chez ces Je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Le gradient veineux-artère en CO2, ça n'est ni plus ni moins qu'un marqueur, encore une fois, d'adéquation du débit à l'élimination du CO2 produit au niveau tissulaire. Est-ce que le débit cardiaque présenté par mon patient s'accompagne d'une stagnation veineuse ou pas, en clair? Ça ne va pas vous dire est-ce qu'il faut mettre ou pas des antibiotiques. C'est on rentre dans un sepsis ou on rentre dans un post-op habituel. ouais.
Ah, vous voulez dire sur du CIRS versus du sepsis? Je n'irai pas jusque-là. En tout cas, j'ai pas d'éléments factuels à vous apporter pour vous orienter sur est-ce que ce paramètre-là peut permettre de faire le distinguo entre du sepsis et du CIRS. Peut-être Jean-Luc, tu as un complément d'information? Je suis d'accord avec toi, avec ce que tu viens de dire juste avant. Là, on a fait un travail dans le service, qu'on est en train d'écrire, avec Philippe Portrand notamment. On ne s'en sort pas en post-opératoire de chirurgie cardiaque quand on essaie de relier la lactatémie, la SCVO2 et la DIVA CO2, enfin la DIVA, oui c'est ça, le CO2 gap, on débouche sur une complexité invraisemblable. Il y a des patients qui ont une DIVA CO2 qui est élevée pendant les 24 premières heures, alors que la lactatémie est normale, la SCVO2 est normale, les suites sont simples. Il y en a d'autres, la lactatémie est élevée, puis elle se normalise. C'est d'une complexité invraisemblable et finalement on se noie un peu, je trouve, dans les tentatives d'identifier des tableaux hémodynamiques avec différents profils, ou alors on dégage tellement de profils différents qu'on ne sait plus très bien. Et je trouve que c'est très complexe. Je trouve que c'est très complexe à utiliser. En tout cas, particulièrement en post-op particulièrement en post-opératoire de chirurgie cardiaque. Ouais. Et le message est, pour dégager ne serait-ce qu'une information pronostique, ou même diagnostic. Diagnostic c'est compliqué et pronostic c'est encore plus compliqué. Enfin, on a vraiment ce sentiment. D'ailleurs on a un mal de chien à écrire le papier parce que... En tout cas je ne crois pas aujourd'hui, pour répondre à votre question, que ce paramètre puisse vous permettre de faire le distinguo entre ce qui relève du sepsis et d'un simple CIRS. Ouais. Est-ce que vous pensez que ce paramètre fonctionne per CEC? Parce que le problème de la CEC, c'est qu'on a un malade qui arrive sur table, il a une taille, il a un poids, donc il a une surface corporelle. Ouais, vous voulez dire, est-ce qu'on peut s'en servir pour ajuster le débit de pompe? Et l'éternel problème, c'est de savoir si pendant une CEC qui va durer 1 heure, est-ce que le débit, on nous dit qu'il faut adapter le débit, sur quel paramètre? Alors, à ma connaissance, ça n'a jamais été évalué dans ce contexte-là, avec comme objectif l'ajustement du débit. Peut-être vous avez des compléments d'information. À ma connaissance, ça ne l'a jamais été fait. Ouais. C'est ce qui se passe. Faut regarder. Faut regarder. C'est la conséquence de la per-CEC. Et on est incapable de savoir si le débit à l'instant T, notamment quand les patients sont hémodilués à certains temps ou autres, l'oxygénation tissulaire varie au cours de la CEC. Mais c'est exactement ce qu'ils ont fait dans le travail de Benoît Vallée que je vous ai présenté du JAB de 2000. Hein. C'était pas du patient, c'était du membre perfusé mais avec une pompe. Et clairement, quand le débit de pompe était insuffisant, ou en tout cas suffisamment bas pour créer les conditions d'une hypoxie tissulaire d'origine ischémique, le gradient montait. Donc pourquoi pas regarder effectivement en cours de pompe comment se comporte le paramètre. C'est plus simple probablement interpréter qu'en post-op, ouais, c'est possible. Ouais, c'est possible. Tout est calé. Et on sait que ce qui se passe en post-op, ça dépend de ces... Oui, tout à fait. Mais on la conduit, on est en plein brouillard. C'est une bonne idée, faut regarder. C'est ce concept de goal directed perfusion qui se développe effectivement actuellement en chirurgie cardiaque, où on pourrait piloter le débit de pompe, comme tu dis, sur des critères qui sont un tout petit peu plus individualisés, un tout petit peu plus subtils que la surface corporelle du malade, avec un index théorique qu'on applique et qui est le même pour tout le monde. 1m80, 60 kg ou 1m60, 80 kg, dans une surface corporelle. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Faut jamais été fait. Peut-être à faire. Peut-être à faire. Peut-être au moins à regarder pour se faire une première idée. Ouais. C'est pas con. D'épurer les malades en post-op. D'autres questions? D'autres questions, d'autres commentaires? Non? On fait une pause jusqu'à 11h30, on reprend à 11h30. Merci beaucoup Emmanuel.